Ils sont des centaines dans Bruxelles, des sans-papiers qui exigent d'être régularisés. Certains ont même entamé une grève de la faim, soutenue par des hébergeurs. Aujourd'hui, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration vient leur répondre, rappeler les règles en vigueur en Belgique, les possibilités qui existent et la politique qu'il entend mener. Ça se passe sur BX1 dans Versus, votre émission de débat. Et pour échanger dans le respect, comme chaque semaine, sur cette question, Asia, bonjour, vous êtes une des grévistes de la faim, sans papier en Belgique, on l'entendra depuis 8 ans, et vous occupez avec d'autres l'église du béguinage. En face de vous, Sami Mehdi, bonjour, merci d'être là, vous aussi. Vous êtes secrétaire d'État à l'asile, migration, à la loterie nationale, et vous êtes membre du CDNV. Et puis, parce qu'il faut aussi objectiver les choses dans des débats, eh bien, une chercheuse de l'ULB, Carla Massia, bonjour, vous avez notamment réalisé votre thèse de doctorat sur ces questions. Vous interviendrez évidemment quand vous le voulez. Avant de vous entendre, tous les trois, faisons le point sur la situation, puisque, je l'ai dit, plusieurs centaines de personnes en situation illégale, sans titre de séjour, exigent d'être régularisées. Très déterminées, souvent présentes en Belgique depuis des années, elles mènent une grève de la faim. Et cela depuis maintenant 10 jours. Ces sans-papiers, comme on les appelle, occupent des espaces à l'ULB, à l'Université flamande VUB et à l'église du béguinage, où notre équipe s'est rendue. C'était le 26 mai. Ahmed, lui, est électricien de formation. Il se sent sous-exploité dans son travail. On travaille un peu plus d'heures pour presque 16 heures, 17 heures d'heures de travail pour 50 euros. Tu es parfois maltraité verbalement et physiquement. 200 personnes logent dans l'église du béguinage. Ces personnes ont un logement, mais travaillent de manière irrégulière. Elles ne demandent pas d'assistance sociale. Elle souhaite des critères de régularisation clairs. Même si un sans-papier introduit un dossier avec des justificatifs qu'il existe ici depuis plusieurs années, une promesse d'embauche par exemple, il a un ancrage durable, l'ancrage de sa famille, même s'il introduit un dossier, à la fin de compte, c'est négatif. C'est pour cela les sans-papiers, aujourd'hui, ils demandent des critères clairs et permanents et une commission indépendante pour la régularisation. Les personnes que nous avons rencontrées l'assurent. Elles arrêteront cette grève de la faim à la seule condition d'être régularisées. Voilà, et pour être complet, j'ajoute que l'ULB soutient les sans-papiers. Elle a publié un communiqué, c'était hier. Voici un extrait. L'université en appelle à une politique digne, soutient leurs revendications et réaffirme, je cite, son souhait de prolonger l'hébergement de cette occupation politique. Retour plateau, on est là. Asia, vous faites partie de ces grévistes, déterminés comme d'autres. Vous êtes combien dans l'église du béguinage, dans les universités, et puis est-ce qu'il y en a d'autres qui se cachent, je dirais, si je puis dire, ailleurs dans Bruxelles Combien êtes-vous aujourd'hui à revendiquer cette régularisation ? Oui, pour le moment, il y a 4 occupations. L'occupation à l'église de béguinage, à l'ULB, VUB et la caserne. On est à peu près en tout approximativement 400 personnes au plus. À l'église de béguinage, à peu près 250, je crois. À l'ULB, VUB, j'ai pas le nombre juste, mais je crois que ce sont plus de 250, je ne sais pas. Mais vous êtes en Belgique depuis combien de temps et de quoi vivez-vous depuis ces années ? Je suis en Belgique depuis 8 ans. Bien sûr, comme on n'a pas le droit de faire d'autres métiers, juste le travail domestique ou être nounou, je garde un petit enfant pendant 5 ans déjà. Je le soutiens pendant ses devoirs et je donne cours de soutien et d'arabe dans des ASBL. Alors monsieur m'a dit, vous avez madame en face de vous, vous l'avez écouté. Qu'est-ce que l'homme politique que vous êtes lui recommande ? Vous avez presque supplié les sans-papiers de ne pas faire de grève de la faim, de ne pas mettre leur santé en danger. Vous avez écrit cela. Oui, je pense qu'il est important, politicien ou pas, de prêter attention à la santé de toute personne. Donc quelqu'un qui entame une grève de la faim met sa vie en danger, même si ça ne finit pas par la mort. Au final, il y a des séquestrations qui sont de longue durée, parfois aussi qui restent pour le reste de la vie. Et donc c'est mon souhait
qu'il n'y ait pas de grève de la faim. Et donc, j'essaie de continuer à communiquer. Je sais que le nom du programme, c'est Versus. C'est pas à moi de changer le nom du programme. Mais ici, aujourd'hui, pour moi, c'est pas un versus. On doit pouvoir continuer à dialoguer. J'ai eu un dialogue, d'ailleurs, avec madame à mon cabinet, où j'ai demandé moi-même à recevoir des sans-papiers. J'étais à l'abattoir à Anderlecht il y a quelques semaines aussi, où j'ai discuté avec des sans-papiers pour comprendre certaines revendications, essayer de voir quelles sont les revendications auxquelles on peut essayer de faire quelque chose et quelle est la politique aussi à développer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer ou suggérer à madame ou aux autres occupants, par exemple, de l'église du Béguinage? Mais il y a deux choses. Premièrement, il y a aussi une éducation à faire au monde public pour comprendre qu'est-ce qu'est la régularisation. Donc, il y a toute manière de procédure pour pouvoir vivre en Belgique, et donc que ça soit pour des étudiants, pour quelqu'un qui vient ici de manière légale pour travailler, des personnes qui demandent l'asile. Et donc, il y a toutes des procédures avec des critères qui sont clairs et précis. La régularisation est toute autre chose. C'est une exception sur base du fait que, oui, il y a des procédures qui existent, il y a des critères qui existent, mais parfois, certaines personnes passent entre les fils des critères, et pour ces personnes-là, de manière exceptionnelle, on doit voir quelle est la vulnérabilité, et sur base de cette vulnérabilité, il faut essayer de pouvoir aider certaines personnes, mais c'est au cas par cas, de manière individuelle qu'on doit faire cela. Donc ça, là-dessus, vous rappelez finalement ce qui est la ligne, pas uniquement du gouvernement actuel, mais d'autres précédemment, c'est de dire les régularisations massives, ce n'est pas votre tasse de thé, si je puis dire, la bonne voie. Pourquoi ? C'est ce qui a été fait en 2000 et en 2009. Et à chaque fois, on s'est dit, c'est la réponse structurelle. On a un certain nombre de personnes qui vivent en Belgique de manière non régulière. On a entendu l'histoire du monsieur qui dit qu'il travaille depuis des années, qui est exploité de manière économique. Et donc, sortir tout le monde de l'irrégularité, c'est l'ambition qu'on doit avoir. Après, la réponse structurelle n'est pas de faire en sorte qu'une personne qui, à un moment donné, introduit une demande, voit sa demande négative et décide de rester en Belgique, même si la réponse était négative et qu'il a reçu un ordre de quitter le territoire, que 10 ans plus tard, après 10 ans d'être resté ici, on lui dit, ben voilà, tu as reçu un ordre de quitter le territoire et tu as quand même décidé de rester ici, et donc on va te donner la possibilité de rester ici. C'est pas de cette manière-là qu'on développe une politique. Alors on entendra la chercheuse dans un instant, mais je retourne vers vous, Assia. Dans les grévistes de la faim à l'église du Béguinage, que vous connaissez, que vous fréquentez depuis plusieurs mois, beaucoup ont reçu un ordre de quitter le territoire. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'exécutent pas? Est-ce qu'ils sont mieux ici, même dans l'illégalité, qu'ailleurs, avec une possibilité de s'administrer légalement, si je puis dire? D'abord, nous, si on se retrouve ici pendant 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans ici... C'est ça la durée des gens qui sont là, ils sont là depuis Oui, il y a des gens qui ça fait 23 ans qu'ils sont là, 15 ans, 10 ans. C'est par rapport à une loi qui était... c'est par rapport à une loi, il n'y avait pas des critères clairs. Même moi, personnellement, j'ai posé cette question à monsieur le secrétaire quand on avait un entretien. Je lui ai dit, quels sont ces critères? Il m'a dit, il y a des critères, mais il y a d'autres que je garde pour moi. C'est à moi de voir. Alors, monsieur, si vous pouvez répondre à monsieur Mehdi à cette question-là. En tout cas, est-ce que les critères sont clairs ou pas aujourd'hui? Non, savoir si on peut... Alors, madame continuer? Oui, je vous en prie, mais après, je vais entendre quels sont les critères. Là-dessus, il y a un désaccord et on va avancer. On entendra aussi l'avis de la sociologue. Mais docteur Mehdi, vous dites que les critères ne sont pas clairs et c'est ça qui fait qu'autant de gens restent. Oui. Je continue? Je vous en prie. Les critères ne sont pas clairs parce que quand on dépose notre dossier chez un avocat, on lui demande sur quelle base on remplit les conditions. Et bien, les avocats eux-mêmes, ils ne savent pas répondre. Ils nous disent déposez votre dossier, mais on ne sait pas si c'est négatif ou positif. Par rapport à quoi on est régularisé, on ne sait pas. Cas nécessiteux, c'est par rapport à quoi ce cas nécessiteux? C'est ce qu'on veut savoir, nous. Et quand on dépose un dossier et on a l'avis défavorable ou bien de quitter, ils nous disent vous avez le droit de faire un recours. On va attendre encore 2 ans et vous ramenez ça, peut-être vous allez être régularisé. Peut-être ton enfant il est scolarisé, peut-être vous allez être régularisé. Et comme ça fait un cumul d'années qu'on est là. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui une régularisation par rapport à cette loi. On était victime de cette loi. C'est pour ça qu'on demande cette régularisation. Alors, Madame Massia, d'abord, est-ce que le cas de ces sans-papiers qui sont là, ici quelques centaines, c'est beaucoup de monde, c'est impressionnant, mais à l'échelle d'une région comme la région bruxelloise, d'un pays comme la Belgique, est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'ils sont nombreux? Parce que forcément, ils sont sous les radars. C'est sans doute difficile, mais est-ce qu'on a quand même une estimation du nombre de personnes qui sont aujourd'hui légalement en Belgique? C'est important, comme vous l'avez dit, de préciser que c'est des estimations, parce que tout ce qui n'est pas... j'aime pas utiliser le terme légal, mais quand l'État refuse de reconnaître une activité comme légale, c'est difficile d'avoir des données dessus.
et on estime le nombre qui est à l'échelle de la Belgique petit, c'est entre 100 000 et 150 000 personnes. Les estimations varient. Donc, en fait, on a une population plus importante qu'on ne veut bien l'admettre et le croire. Alors, le vrai problème, à mon sens, c'est qu'en fait, comme Madame a soulevé, c'est des personnes qui sont souvent depuis plusieurs années en Belgique. Donc, comme Monsieur Mehdi l'a expliqué, il y a d'autres portes d'entrée légales pour rentrer en Belgique. Et donc, la régularisation fait un peu en bout de course, en fait, quand on n'a pas d'autres portes légales. Et justement, l'Europe Très brièvement, la Belgique est un pays qui, par rapport à d'autres pays européens, a une tradition d'accueil. C'est plus facile d'obtenir des titres de séjour en Belgique ou plus compliqué qu'ailleurs. Ça a évolué comment ces dernières années, pour faire simple? Pour repartir sur la régularisation et pas trop ouvrir le débat, en fait, quand on regarde la Belgique, ne fût-ce que pendant le Covid, certains pays ont mis en place des politiques en tout cas, ont clarifié des critères, qui est la revendication qui nous occupe aujourd'hui. Je pense notamment à l'Italie, il y a différentes solutions. On peut proposer certains secteurs en pénurie de main-d'œuvre. Il y a aussi le Portugal, en disant en période de Covid, les administrations sont fermées. On va prolonger les titres de séjour, mais aussi on va mener une politique de régularisation. Alors c'est important de dire que quand on parle de campagne de régularisation en Belgique, elle a toujours été ça a été un élargissement des critères. Okay. Mais on n'a jamais accordé à tout le monde qui se présentait collectivement. Peut-être c'est des régularisations plus importantes d'un point de vue du nombre, voilà. Mais on est toujours resté dans ce cas individuel. Mehdi, alors Madame nous citait les exemples du Portugal, de l'Allemagne. Ce sont des exemples qui sont inspirants ou bien ça pose un certain nombre de problèmes et derrière l'idée d'une régularisation, peu importe qu'on élargisse ou qu'on accueille largement, est-ce que ça poserait un problème en termes économiques, en termes d'accueil de population? L'exemple a été donné de l'Espagne et du Portugal, pas de l'Allemagne, et avec une raison précise. C'est parce qu'il y a une migration secondaire qui se fait très souvent. Des migrants arrivent dans un pays frontalier, un pays de l'Europe méditerranéenne, premièrement, et souvent, très souvent, la deuxième étape est essayer d'arriver en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. La Belgique est le 6e pays de toute l'Union européenne qui accueille le plus de demandes d'asile. Et ça fait depuis des années que c'est le cas. C'est pas parce que c'est le premier pays où on va, mais c'est parce que c'est souvent un des pays les plus souhaités où est-ce qu'on voudrait arriver. Et donc, il faut tenir compte de cela. Premièrement, donc, la Belgique, c'est pas un autre pays, quand on regarde le nombre de personnes qui demandent l'asile, mais aussi quand on regarde le marché d'emploi. Le marché d'emploi de l'Espagne et du Portugal n'est pas le marché d'emploi de la Belgique. Et donc, comparer un pays à un autre est compliqué parce qu'on a un autre marché d'emploi et on a une demande d'asile qui est complètement différente d'un pays à un autre. Mais donc quoi, ça veut dire que la Belgique pourrait être à un moment donné saturée d'arrivées de main-d'œuvre? C'est ça la crainte en cas d'une régularisation massive, comme le demande quelques centaines actuellement de sans-papiers, ou 150 000 si on allait hyper large, comme nous disait Madame? Non, à un moment donné, le problème qui existe, c'est qu'il y a un appel d'air qui se fait et que des gens se disent on essaye d'arriver en Belgique, donc qu'on vienne de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, très souvent, au final, on espère arriver jusqu'en Belgique. Et un assouplissement n'est pas le bon message à donner. Surtout il faut savoir qu'il y a ces 10 dernières années, donc la dernière régularisation date de 2009, ces 10 dernières années, il y a 100 000 personnes qui ont quitté le territoire après avoir reçu un OQT, un ordre de quitter le territoire. Toutes ces personnes-là ont reçu l'ordre et l'ont respecté. Pour ces personnes-là, entendre maintenant que la Belgique va régulariser des personnes qui ont à un moment donné reçu l'ordre de quitter le territoire et qui ne le font pas, ce n'est pas le bon message à donner. Après, il y a un dernier élément que je voudrais préciser quand même, c'est qu'il y a toujours l'opportunité d'introduire une demande de régularisation de manière individuelle. Et ce n'est pas comme si c'est une méthode qui ne s'applique jamais et qui n'est jamais positive. Il y a plus de 3000 personnes l'année dernière qui ont vu leur demande de régularisation individuelle positif. C'est beaucoup plus que ça l'était auparavant. Et donc, on le fait, mais on le regarde en regardant la vulnérabilité d'une personne. Et avec des critères, on ne peut pas, justement, essayer de voir qui sont les personnes qui passent entre nos fils pour pouvoir aider les personnes qui sont dans un réel besoin. Alors, j'entends Mme Massia qui voulait réagir. Mais juste avant, quand même, Assia, une question pour vous. Dans les gens qui sont avec vous à l'église du Béguinage, combien ont vraiment demandé une procédure et combien espéraient en arrivant, sont venus, je veux dire, de bonne foi en Belgique, en pensant qu'elle pourrait être régularisée?
Eh ben, c'est presque tout le monde. Quand on vient ici, quand on prend l'initiative de quitter le pays d'origine pour venir ici, c'est pour une raison ou une autre, pour des choses sérieuses, pour améliorer notre vie, pour trouver plus de sécurité, de droits peut-être. Mais ce qu'on voit ici, c'est que toutes ces personnes travaillent. Toutes ces personnes exercent des emplois et participent à la création de richesses. Alors, comment on explique ça? Pourquoi vous ne régularisez pas ces gens-là? Pendant la crise sanitaire, nous, les personnes sans papier, on a continué à travailler. On a pris des risques sanitaires. On n'avait pas la protection sanitaire, mais on a continué à travailler. On a pris des risques. On a fabriqué des masques. On a distribué des masques. On a pris soin des personnes à domicile. Alors, je crois que nous, on est on est une armée de réserve. On accepte les salaires minables, les situations minables. Alors, pourquoi pas nous régulariser maintenant pour réclamer plus de droits? Alors, question de la cantonade, est-ce que finalement, quelque part, ce que nous dit Madame, c'est cette masse dans l'ombre, finalement, n'arrange pas certains employeurs qui ne sont pas trop regardants sur les salaires et les conditions de travail? Est-ce qu'il n'y a pas là, quelque part, un enjeu de société? Oui, non, peut-être même quelque chose qu'on pourrait entendre? Le problème, et je l'ai déjà signalé, c'est le fait que quand des personnes travaillent dans l'irrégularité, c'est une mauvaise chose. Et donc, il faut sortir toute personne de l'irrégularité. C'est ça le vrai danger, c'est d'arriver à un moment donné à une situation, comme Madame le précise à juste titre, que des personnes travaillent et ne sont pas protégées comme ils le devraient. Et donc, on doit aussi essayer d'avoir des portes de migration légale qui sont beaucoup plus renforcées, beaucoup plus réfléchies. On y travaille aussi, la migration circulaire, la migration des étudiants, faire en sorte que certains pays puissent faire venir des gens pour travailler en Belgique, pas pour faire ce qu'on appelle en anglais le brain drain, aller enlever les grosses têtes, mais il faut renforcer ces pays. De là, les projets de migration circulaire pour que des gens puissent venir, travailler, acquérir de l'expérience et renforcer le pays d'origine. Et c'est ça vraiment la politique sur laquelle on travaille de manière plus globale. Carla Macia, il y a une évolution dans la politique d'accueil de la Belgique. Il y a eu une époque où on faisait venir de la main-d'œuvre du Maroc, d'Italie, avec aussi des images qu'on a vues passer, interdits aux chiens et aux Italiens. Donc, est-ce que c'était vraiment de l'accueil ou juste de l'exploitation à bas prix? Oui, bon, je ne peux pas refaire toute l'histoire dans ce format-ci, mais ce qui est important de voir, c'est que c'est clair que ça a évolué, notamment en fonction de contraintes économiques et aussi de choix politiques, parce que souvent on oublie de le dire. Et ces dernières années, ce qu'on voit, c'est une augmentation des mesures restrictives. La Belgique n'est pas la seule. La France, les Pays-Bas ont fait ce choix-là. Et en fait, une dualité qui se met en œuvre. Donc, c'est-à-dire que pour certains, un certain type de migration va mettre de plus en plus de mesures de contrôle. Je pense notamment au regroupement familial, où on a, en 2011, fortement changé la loi, avec plus de contrôle. Pour d'autres types, ce qu'on a l'habitude d'appeler, et je conteste vraiment ce terme, c'est la migration désirable, on facilite l'arrivée. Et donc on voit une dualité qui se joue entre un public et un type de catégorie qui a de plus en plus de difficultés à venir, et un autre dont on facilite. Et je pense que pour revenir sur la question de l'appel d'air, en fait, c'est quelque chose qui est souvent dit, mais Castel, dans ses études, a montré qu'en fait, l'appel d'air arrive souvent quand il y a une annonce de restriction. Et donc, les gens arrivent de peur de ne plus savoir venir. Donc, en fait, mettre plus de restrictions, ça tend à augmenter l'arrivée. Et donc, c'est ça aussi la question. Et puis, il y a aussi, on a parlé de messages politiques. Je pense que dans un état de droit, il est bon d'avoir des règles claires qu'on peut éventuellement contester devant les cours et tribunaux. Samuel Mehdi, est-ce qu'on peut clarifier les critères d'entrée dans le pays? C'est ce que Madame nous disait, c'est ce que Madame souligne aussi. Est-ce que là-dessus, il y a un travail politique à faire? C'est au niveau du fédéral alors? Mais à nouveau, les critères, ils existent pour plusieurs nombres de demandes de titres de séjour qui existent en Belgique. Quand on introduit une demande d'asile, il y a des critères qui sont clairs et précis. Quand on veut venir étudier ici, les critères sont clairs et précis. Quand il y a le regroupement familial, les critères sont clairs et précis. Et c'est la raison pour laquelle on a la régularisation. C'est parce qu'il y a des critères, il y a la loi. Mais à côté de la loi, il y a aussi des personnes, des individus qui ont des histoires personnelles et qu'il faut pouvoir traiter chaque dossier de manière individuelle. Si on aurait un critère, on pourrait discuter d'un critère. Je vais vous dire quelque chose. On va dire quelqu'un qui est ici depuis 20 ans a le droit de continuer à rester en Belgique. Quelqu'un qui est ici depuis 17 ans et qui entend le critère c'est 20 ans, il fait quoi? On sait très bien il fait quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste ici à attendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est demander à quelqu'un de rester 20 ans dans l'irrégularité, travailler en noir, être exploité sur le marché d'emploi? C'est ça qu'on veut faire? Je ne pense pas que c'est ça qu'on veut faire. Par contre, il y a un élément sur lequel on travaille. Il y a deux choses. Premièrement, les gens attendent beaucoup trop longtemps pour avoir leur réponse de régularisation, beaucoup trop longtemps. Donc, on a investi énormément dans l'effectif
de l'Office des étrangers pour pouvoir traiter les dossiers beaucoup plus rapidement. C'est la première chose. Deuxièmement, il y a des catégories sur lesquelles on doit travailler et qui ont le droit à un titre de séjour et qui ne devraient même pas introduire une demande de régularisation. Et c'est qui? Ce sont les apatrides, des gens qui n'ont aucun futur dans aucun pays parce qu'ils n'ont aucun pays d'origine. Et donc pour cela, dans l'accord gouvernemental, on a bien précisé que ces gens-là ont le droit de vivre en Belgique et d'avoir leur titre de séjour, et des parents d'enfants qui ont un titre de séjour. Une fille qui risque la mutualisation génitale dans son pays d'origine, elle a le droit de rester ici en Belgique. Ses parents devraient introduire une demande de régularisation, ce qui est complètement stupide, parce que les parents ne doivent pas être séparés de l'enfant, donc ils ont le droit de pouvoir rester ici. On y travaille à ces dossiers-là, mais ça ne veut pas dire que pour tout le monde, il y a une régularisation collective qui se fera. Et je dois être franc, j'ai précisé là-dessus, parce que j'ai vraiment l'angoisse et la peur que cette grève à la fin va finir à avoir des histoires humaines qui sont pénibles. J'ai une question, moi, qui concerne Bruxelles, les autres régions aussi. Est-ce qu'il se dit dans les groupes qui demandent un titre de séjour, est-ce qu'on réalise au niveau politique qu'il y a un parcours qui est peut-être un peu différent, peut-être plus facile dans certaines régions que dans d'autres? Est-ce qu'on se dit, tiens, mais à Bruxelles, par exemple, le parcours d'intégration n'est pas obligatoire, il l'est en Flandre. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas quelque chose sur lequel on peut travailler ou pas? Voilà. Mais peut-être, Assia, est-ce que vous avez entendu des gens du béguinage dire, je suis venu à Bruxelles parce que je sais qu'ici, j'ai peut-être plus de chances d'avoir mes papiers que si je vais ailleurs? Et est-ce que là-dessus, il y a un travail à mener? Non? Oui? Non, moi, j'ai pas entendu ça. Okay. Non. Mais nous, les sans-papiers, maintenant, les gens qui défendent la non-régularisation, ils prétendent protéger les sans-papiers. Mais moi, je crois que c'est pas vrai. Nous, alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ces gens-là qui sont maintenant sans-papiers, qui sont déjà en grève de la faim? Alors nous, on va être régularisés. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces gens-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire retourner ces gens-là vers leur pays d'origine après 15 ans, 20 ans? Moi, par exemple, j'ai un enfant qui a fait ses études ici. Il a fait ses études ici. Du jour au lendemain, tu vas lui dire retourne dans ton pays d'origine, en Algérie, pour continuer ta vie? C'est pas possible. Il nous reste 2 minutes. Alors, brièvement, Mme Massia, puis ce sera l'argument recevable. On dit sur les critères individuels, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, les demandes sont introduites à l'Office des étrangers et il n'est pas clair ni pour les praticiens, ni pour les ayants droit sur quelle base ces critères, sur quelle base ces demandes et quels sont des critères. Donc, on ne demande pas des critères automatiques, ni les juristes d'ailleurs. On sait qu'il y a différents niveaux ça peut être des conditions strictes ou pas. Mais ce qui est important, c'est dans un état de droit de clarifier les critères pour avoir une vision. Et aussi, on parlait de les gens qui restent. En fait, c'est normal que quand on n'a pas de critères clairs, on essaye toujours de réintroduire des demandes. Donc ça peut clarifier la situation. On a des critères. Et à côté des critères, parfois aussi, il y a des procédures qu'on entame pour pouvoir aider des personnes qui ne passent pas dans ces critères-là. Donc justement, si on introduit des critères, c'est construire un nouveau canal légal de migration. Et ce n'est pas ça la chose à faire. L'élément le plus important, c'est la vulnérabilité. On regarde qui est vulnérable, qui doit être aidé. Et ça ne se passe pas dans certains critères. Oui. Donc, moi, ce qui m'inquiète quand on dit « ou on », c'est pour le moment, c'est laissé à l'Office des étrangers. J'aimerais bien qu'il y ait un vrai débat politique où chacun prenne part. C'est ça qui est important. Je vous propose qu'on passe, et c'est sans doute l'occasion de le faire, à l'argument recevable. Ben oui, je vous ai laissé aller jusqu'au bout parce qu'il y avait encore vraiment des choses à dire. Mais Assia, est-ce que vous avez entendu dans le chef du secrétaire d'État un argument recevable, quelque chose que, à défaut d'être d'accord avec lui, vous pouvez comprendre, entendre? D'accord avec lui, je pense pas, parce que nous, ce qu'on réclame maintenant, c'est la régularisation. On est déterminé. Votre détermination. Monsieur Midi, est-ce que vous avez entendu un argument recevable dans le chef des grévistes de la faim? Oui, il y a dans le fait qu'on attend beaucoup trop longtemps pour avoir sa réponse, c'est un élément important. Et donc, il faut essayer de garantir que les procédures vont plus vite. Et les procédures de recours doivent être revues aussi pour qu'ils soient facilités et qu'ils aillent plus vite aussi. Donc, de là, l'importance à travailler à ce code migratoire dont on parle depuis 2005. Donc, on y travaille en ce moment, on essaie de faire le nécessaire. Et puis, entre-temps, on regarde toute demande de régularisation de manière individuelle. Les délais sont entendus. Et Mme Massia, très brièvement, s'il vous plaît. Oui, moi j'entends le souci de penser des procédures qui sont en accord avec les situations de vie des personnes et pas avoir une politique qui s'applique de manière automatique et inhumaine. Ça, j'entends bien l'intérêt. Peut-être la petite astérix, c'est où se passe ce débat? Est-ce qu'il se passe dans l'administration? Est-ce que se passe au sein des arènes en plus tout politiques? Cas, ici, on l'a fait sur le plateau de Versus et je vous remercie vraiment tous les trois d'être venus. On a légèrement débordé. Merci en tout cas de nous avoir suivis. La semaine prochaine, un autre thème, de nouvelles questions avec d'autres invités.